Alors, bonsoir et merci d'être aussi nombreux pour commémorer avec nous le 33e anniversaire du 20 avril 80, donc du printemps berbère. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de le faire avec deux acteurs du terrain de l'époque, Ramdan Achab et Han Saadi, qui étaient maître assistant à l'université de Tizi Ouzou à l'époque et qui était impliqué dans cette conférence que l'université avait organisée pour Mouloud Mamri sur la poésie kabyle ancienne, qui a été interdite, ce qui a déclenché tout le processus que vous savez. Voilà, donc depuis 80, première grande manifestation, je ne vais pas refaire l'histoire, la plupart d'entre vous la connaissent, première grande manifestation de masse dans l'Algérie du parti unique, première fois que une manifestation de masse revendique le pluralisme, la liberté, etc. Et puis, première aussi manifestation populaire qui remet en cause l'autoritarisme, le parti unique. Donc, il y a un vrai tournant dans l'histoire politique de ce pays. Et en plus, c'est une première brèche dans quelque chose qui va, pendant une décennie, conduire à la situation de pluralisme qui fait de l'Algérie quand même un des premiers pays de cette zone-là à s'ouvrir un peu, en tout cas à une forme de pluralisme. Donc, depuis 80, il y a des avancées, il y a aussi des choses qui ne vont pas assez vite. La date du 20 avril est devenue une date symbolique qui est fêtée, etc. Nous n'avons pas souhaité commémorer ça de façon traditionnelle parce que il y a quand même quelque chose de répétitif dans la célébration du 20 avril. Alors, je vais donner la parole d'abord à Ramdan Achab qui va nous parler pendant 5 ou 10 minutes un peu une espèce d'introduction. Puis je vais poser des questions, puis vous aussi vous pouvez poser des questions à Han Saadi et à Ramdan Achab autour de ce qu'est devenu aujourd'hui le mouvement berbère et surtout vers quoi on va aller, vers toutes les questions qui se posent à ce mouvement 33 ans après donc le printemps berbère. Je quand même rappeler que le printemps berbère n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est aussi une étape dans un processus qui a commencé bien avant et qui a été continué par d'autres événements, etc., dans le printemps noir, etc. Tout ça, on va essayer d'en parler et avec Ramdan et Hand, mais aussi avec vous. Voilà, donc ça va se faire sous forme de discussion, plus que ce n'est pas une conférence au sens académique du terme, mais plus une discussion. Donc, je donne de ce pas la parole à Ramdan Achab, donc qui était maître assistant à l'époque, qui est aujourd'hui dans l'enseignement et qui est éditeur, qui édite aussi, qui édite plein de livres autour de la culture, de la langue berbère, et qui est très attentif à l'évolution aussi de la langue, de toute la question linguistique, parce qu'il y a une question qui se pose de ce point de vue, et on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est à toi, Ramdan. يعطيك الصحة أرزقي مساء الخير في اللاون لا سلامة نون. Avant tout, j'aimerais remercier l'ACB d'une part et Arzqi Metref pour cette rencontre, de l'assistance aussi. Je vous remercie de vous être déplacé ce soir. En général, en ce qui me concerne personnellement, je n'aime pas beaucoup les célébrations. Je pense qu'Arzqi vient à l'instant de situer le cadre, le contexte. Je pense même qu'il a dit l'essentiel sur les événements de 80. Je n'aime pas les célébrations parce que la plupart du temps c'est un rituel, on ressasse les mêmes choses.
ce genre de rencontre tourne en général, j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui, à une sorte de mur des lamentations. On se lamente, etc. et on n'avance pas beaucoup. Donc si je suis là parmi vous, c'est parce que le thème est plus tourné vers le présent et l'avenir que vers le passé. لا نويذو نسينا تقبلي تجمع هذا نسخرط كان نجمع ماشي لك تشاهد برنا نجمع ماشي لك تشاهد. Il y a des gens qui sont venus l'écouter. Il y a des gens, on a des amis qui ne comprennent pas forcément et qui sont venus nous écouter avec amitié. On ne va pas les exclure parce que non. Vas-y, parle. Donc ce que je trouve d'extrêmement intéressant, c'est que pour une fois, je pense qu'il y en a eu d'autres, mais c'est important de le souligner, c'est que nous avons ce soir un thème qui est tourné plus vers le présent et le futur que vers le passé. Je crois que c'est Sartre qui disait que ce qui est important, c'est ce que nous faisons de ce que l'histoire a fait de nous. Donc le présent et le futur. Sur les événements eux-mêmes, pour ceux qui s'y intéresseraient, donc il y a, je pense personnellement qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. L'essentiel, pour ne pas dire la totalité des événements a été écrite, a été analysée. Je rappellerai juste un certain nombre de publications qui ont été consacrées aux événements d'avril 80. D'une part, le premier c'est un journal qui a été écrit à chaud pendant les événements par le regretté Rachid Chaker, qui était professeur d'économie à l'université Tizi Ouzou, et qui a été publié dans les temps modernes, donc un journal écrit au jour le jour, un journal des événements. Il y a aussi la revue Tafsous, malheureusement qui n'est pas très accessible, où on peut trouver les tracts, les principaux tracts, pour ne pas dire la totalité des tracts qui sont sortis à l'époque, les déclarations, des interviews, des analyses, toutes sortes de documents, etc. Il y a aussi un certain nombre de travaux universitaires, y compris au Canada. J'ai eu l'occasion de lire un mémoire de maîtrise sur les événements de 80. En France, un mémoire de licence de Leila Le Boucher avec des témoignages. Il y a aussi la thèse de Wali Ilikoud sur la France et le berbérisme, thèse dirigée par Mohamed Harbi et soutenue à Paris 8. Dans le domaine de l'édition, il y a les éditions Coucou en Algérie de notre ami Arzqet Larbi, qui ont publié il y a une année un recueil de témoignages sur les événements de 80, des témoignages de personnes qui ont vécu les événements. Il y a aussi le livre de Brahim Salhi que j'ai moi-même édité et qui contient 2 chapitres sur les événements de 80. Un chapitre d'entretien avec Oussel Mouhandou Amar et Saïd Khalil, et un chapitre d'analyse. Il y a aussi un chapitre entier sur les événements de 2001, un chapitre sur le combat des femmes, le mouvement associatif, l'islam, etc. Il y a bien sûr la presse, l'internet, des revues et toutes sortes d'ouvrages qui parlent des événements de 80. Ceci pour dire que ce n'est pas la peine de revenir sur l'historique, sur les événements eux-mêmes, etc. Parce que je pense que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité des choses, a été dite. Je pense qu'il vaut mieux insister sur à la fois les retombées nationales et internationales. Là aussi, je reviens à ce que vient de dire Rzqi Metref. Les événements d'avril 80 ont eu d'une part des retombées au niveau national, en ce sens qu'ils ont permis de poser pour la première fois publiquement la question de l'identité amazigh et la question de sa place dans la société. Il y a des retombées psychologiques très importantes parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous étions sous une dictature.
On venait juste de sortir de la période de Boumediene, dictature, la sécurité militaire, la méfiance, etc. Il y a des retombées psychologiques très importantes en ce sens que les événements ont permis de mettre fin au règne de la peur Thugzi. C'est très important, c'est un élément fondamental. Des retombées politiques aussi, en ce sens que les événements ont permis d'amorcer une dynamique de la contestation ouverte et pacifique, de libérer la pensée et la parole et d'ouvrir des brèches dans le système. Il y a aussi, bien sûr, donc au niveau de la langue, une prise en charge partielle. Bon, bien sûr, on peut en parler. Il ne s'agit pas d'idéaliser. Il y a une prise en charge partielle de la langue à travers l'enseignement, création de 3 départements universitaires, le premier à Tizi Ouzou, le deuxième à Béjaïa et le troisième des Souvirets. Il y a aussi, bien sûr, l'enseignement qui se fait dans le secondaire. Et parallèlement à tout ça, il y a des structures qui s'occupent de la mazérité. On peut en parler. Si j'en parle, ce n'est pas pour les idéaliser, ce n'est pas pour dire qu'elles font du bon travail ou du mauvais travail. Elles existent, on peut en parler. Il y a le HCA et le CNPLT, qui sont dédiés à la promotion, en tout cas sur papier, de la mazérité ou de la langue amazigh en général. Et il y a aussi une ouverture au niveau des médias, radio, télévision. Des retombées internationales très importantes. Il ne s'agit pas d'asseoir, de définir une filiation directe entre ce qui s'est passé à Tizi Ouzou en 80 et ce qui s'est passé au Maroc, en Libye ou dans le monde de Touareg. Mais je pense que les événements de 80 ont eu une influence quant à l'élargissement de la revendication identitaire au Maroc, en Libye et auprès des Touaregs Mali-Niger et bien sûr auprès de la diaspora d'une façon générale. Ce qui s'impose actuellement, on assiste surtout ces dernières années à un véritable foisonnement d'initiatives dans tous les domaines. Culturel, scientifique, etc. Il y a un véritable foisonnement, c'est ce qui saute aux yeux, à mon avis, comme ça a priori. Tout ce foisonnement installe et consolide la dimension internationale de la revendication identitaire amazigh, qui n'est plus cantonnée en Kabylie. Il y a aussi sa prise en charge par les Imazirans de tous les pays, non plus de façon isolée les uns des autres, mais au contraire dans un combat solidaire qui, à mon avis, est appelé à s'affirmer encore davantage. Je pense que c'est la grande leçon qu'il faut tirer, en tout cas pour ce qui est des dernières années, parce que c'est la première fois dans notre histoire que les Imazirans se retrouvent ainsi dans la solidarité et la volonté partagée d'avancer ensemble. C'est la première fois que nous cherchons à nous connaître vraiment, à nous rencontrer, y compris physiquement. À nous reconnaître les uns les autres comme étant des parties d'un tout, d'un ensemble plus vaste qu'il est encore possible de sauver et de reconstruire. Concernant des propositions, je préfère attendre l'ouverture des débats. Mais une des propositions que j'aimerais faire d'emblée, c'est de renforcer cette vision d'ensemble. Cette vision d'ensemble, ne plus se cantonner à la Kabylie, mais renforcer cette vision d'ensemble, la rendre systématique dans les activités que nous organisons, y compris a priori les plus anodines. Ce serait bien, par exemple, que maintenant dans les galas, il y ait régulièrement, non pas seulement des chanteurs kabyles, mais un Marocain à côté, un Libyen, que ces galas se produisent ici en France ou dans tous les pays. Donc il faut absolument asseoir cette dimension internationale. Il faut à chaque fois inviter les Imazirans des autres régions pour que nous puissions nous connaître davantage et avancer ensemble. Ma petite expérience d'édition en Algérie, dans ma petite expérience, je tente de réaliser, ne serait-ce qu'une partie infime de cet objectif. J'ai édité en Algérie un dictionnaire de berbère libyen. Ce n'est pas avec ça que je ferai fortune, ça je le savais d'avance. Mais c'est par principe.
il faut qu'en Kabylie, on voit du berbère libyen, on voit du berbère marocain. Lorsque j'ai créé ma maison d'édition, les premiers auteurs qui m'ont contacté, c'était des auteurs marocains qui m'ont envoyé leur premier livre. Ali Ken, Omar Derouiche. Malheureusement, je n'avais pas les moyens de faire face et ils sont toujours dans mon ordinateur, en espérant qu'un peu plus tard je puisse les éditer. Récemment, il y a un jeune Libyen, 25 ans tout au plus, qui m'a envoyé de Libye, de Tripoli. Il m'a envoyé la grammaire, adaptée au berbère de Libye. Il m'a envoyé un petit recueil de proverbes, un petit recueil de toponymes locaux, libyen. Donc c'est pour vous dire que cette dimension internationale, ces contacts, ces retrouvailles, on les vit dans tous les domaines, dans le domaine artistique, dans le domaine de l'édition, etc. Puis dans le cadre de rencontres qui sont organisées par-ci, par-là. J'aurais d'autres propositions à faire, mais je préfère le faire à l'occasion du débat. Je vous remercie. Merci, merci Ramdan. Je vais me tourner vers Hand Saadi, puis je vais lui poser une question toute simple. Est-ce qu'il y a un héritage de 20 avril 80 et qu'est-il devenu aujourd'hui selon toi? Alors, la réponse est relativement simple. Si l'on veut se donner à un certain niveau, et évidemment beaucoup moins simple si l'on essaye de répondre de manière complète. Je commencerai par l'aspect simple de la chose. Si nous sommes là, c'est qu'il y a un héritage d'avril 80. Si 33 ans après, donc nous évoquons cette date, c'est qu'il y a forcément un héritage. Et ce n'est pas rien d'ailleurs pour un peuple comme le nôtre qui souffre singulièrement justement de repères historiques et institutionnels, historiques, berbères institutionnels. Parce que le problème, il est exactement là. C'est que la berbérité, qui a été la langue berbère, qui a été celle de tout un sous-continent, tout le continent nord-africain, est aujourd'hui illégitime dans cet espace gigantesque. Et toute la lutte donc, de ces dernières décennies a consisté à relégitimer cette culture et cette langue, cette identité. De ce point de vue-là, je considère que l'arabo-islamisme a fait un véritable hold-up sur l'histoire de tous ces pays-là. Et c'est un hold-up qui malheureusement a réussi. Je voudrais citer simplement deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on a appelé le daïr berbère. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça remonte à 1930 et la colonisation, le régime colonial, a décidé que pour le traitement des affaires juridiques courantes, de tenir compte simplement d'une tradition qui existait, que les gens observaient sur place. Soit appliquer le droit coutumier berbère, soit appliquer la charia islamique. Et Shakib Arslan a interpellé un Libanais, interpellé le roi du Maroc en disant: si tu signes ce décret, tu seras déchu, tu es indigne de diriger une nation musulmane. Et il s'est rétracté. C'est autour de ce fait que le nationalisme marocain s'est cristallisé et s'est développé. Quand on regarde au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il n'y a aucune, je veux dire, a priori, ça n'est pas, contrairement à ce qui se dit, la division du pays ou ceci ou cela. C'est simplement donner un droit de cité à une tradition millénaire berbère en son pays. Et c'est ça qui a été jugé intolérable par un Libanais qui a pu imposer son point de vue à tout cet espace-là. Et la même chose s'est passée en Algérie d'ailleurs, avec le même Shakib Arslan qui a eu une très grande influence sur Msali. Vous savez tous que l'étoile nord-africaine a été créée dans un milieu d'ouvriers, kabyles pour l'essentiel, et que la dimension islamique, ma foi, c'était des gens essentiellement communistes. D'ailleurs, Msali lui-même, qui est arrivé sur le tard, contrairement
Ce qui se dit d'ailleurs, Msali n'a pas fondé l'étoile nord-africaine. Il est arrivé bien après la création et les réunions des premiers membres qui ont constitué un noyau, et il y a des traces, par exemple, de militants nord-africains qui ont été jusqu'à Moscou pour défendre le nationalisme algérien et même nord-africain, alors que Msali était encore à Tlemcen. Donc c'est pour vous dire que, par ailleurs, je ne cherche pas à diminuer le rôle de Msali, qui est certainement très grand, mais simplement il n'a pas été à l'origine de cette affaire-là. Et lui-même, d'ailleurs, était communiste, comme tous les autres. Il avait sa carte du Parti communiste français. Donc la dimension religieuse en particulier n'était pas très importante. C'est au fil du temps, avec d'une part la gauche française qui commençait à prendre ses distances avec le mouvement national, et le développement de l'arabo-islamisme au Moyen-Orient, que cet arabo-islamisme a pu s'emparer d'un mouvement qui effectivement n'était pas très outillé. Évidemment, l'Afrique du Nord a été sous domination diverse durant des siècles et des siècles, donc la question identitaire était très très mal perçue. Il n'y avait pas de perception correcte et indigène de la chose. Donc ça a été, d'ailleurs quand on regarde l'histoire de l'Afrique du Nord, malheureusement c'est ça, ça a été une proie depuis Carthage, entre l'Orient et l'Occident. Et ça a été tout le temps une lutte pour la survie entre ces deux grands courants. Et c'est ce qui s'est passé donc en Algérie. La tentative, pour aller vite, qui a été faite par des militants, alors que moi je considère comme une figure absolument exceptionnelle, c'est Ali Laïmesh. Ali Laïmesh, qui est un jeune lycéen qui est décédé à 21 ans et qui a inscrit l'identité amazigh berbère, non pas dans le folklore de la littérature coloniale comme cela se faisait, mais dans le mouvement nationaliste radical. Et c'était quelqu'un qui voyait très loin. Malheureusement, il est mort à 21 ans et je pense que quelque part, nous le payons très cher. Et ensuite, vous connaissez tous l'histoire de 49 dont on a déjà beaucoup parlé. Et en 49, les choses ont basculé. Donc l'arabo-islamisme a vaincu au sein du PPA. Et ce courant arabo-islamiste s'est imposé de manière hégémonique. Et si vous lisez la littérature, quand je vous dis à quel point Tamazight c'était illégitime, si vous lisez la littérature de l'époque, on retrouve les mêmes choses qui ont été écrites en 80. En 80, on nous disait, vous êtes des agents d'Israël, etc. En 49, on leur disait, voilà, par rapport à la Palestine, vous avez fait des déclarations pro-sionistes dans l'étoile algérienne, ce qui était absolument faux. Mais peu importe, peu importe. L'arabo-islamisme a compris une chose, il ne fallait évoquer l'identité amazigh que par le biais des manœuvres colonialistes. Nier de manière farouche toute existence amazigh autochtone et indépendante du colonialisme. C'est qu'évidemment, dans leur conception, ils avaient un point de vue tout à fait hégémonique. Donc, c'est un arabo-islamisme conquérant. Quand Shekib al-Salam s'adressait au roi du Maroc, il parlait comme un vassal. Hein. C'est pas du tout. Et donc, il ne pouvait pas accepter la reconnaissance de cette identité amazigh. Donc, tout le travail, tout le combat des militants amazigh, ça a été de légitimer la présence, simplement l'existence du berbère chez lui. Et le mot amazigh, berbère, lui, était subversif, y compris après l'indépendance. D'ailleurs, c'est assez rigolo, cette affaire de colonialisme. Chacun sait, je veux dire, on n'a pas besoin de faire un dessin. Quand on parle de la lutte anticoloniale en Algérie, pourtant les régions berbérophones d'Algérie, ce sont celles qui ont été à la tête du combat anticolonialiste. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le berbère est l'éternel suspect. Il doit passer son temps à se justifier par rapport à cette question-là. Et donc l'héritage d'Avril, ça a été quand même, voilà, je reviens, l'héritage d'Avril, ça a été quand même, c'est pour la première fois que ce mouvement a assumé cette identité amazigh de manière décomplexée et dans la rue. Même si à l'époque aussi, il fallait trouver le levier
pour insérer ce discours dans le discours ambiant, et c'était le discours qui a été patiemment mis au point, en particulier, on s'en souvient sans doute, au groupe d'études berbères de Vincennes, c'est les mêmes mots d'ordre, je vois Ahmed Dahmani aussi qui est dans la salle, c'est ces mêmes mots d'ordre qui ont servi à l'expression d'avril 80. Et par la suite, aujourd'hui, la parole est complètement décomplexée. C'est le principal héritage, à mon avis. Cela dit, malheureusement, au moment où cette parole est décomplexée, libérée, il faut dire que aussi, jamais la culture berbère n'a été si près de mourir. Vraiment, c'est une affaire de génération, parce que pourquoi? Pour des raisons multiples. Hein. D'abord pour des raisons technologiques, la société, toutes les chaînes de transmission de la langue, etc., sont rompues, ne fonctionnent plus. C'est de nouveaux modes de transmission qui sont contrôlés par l'État, etc., etc. Donc les données ont fondamentalement changé, donc il faut vraiment se poser le problème autrement et faire le point au jour d'aujourd'hui. Mais en tout cas, avril 80 permet d'en parler de manière libre et sereine, et c'est déjà pas mal. D'accord, je vais revenir vers vous, mais je voudrais qu'on donne la parole à Ahmed Dahmani, s'il veut. Hein? Non? D'accord. Mais tu vas peut-être intervenir tout à l'heure. D'accord. Alors, je ne sais pas, on va essayer peut-être d'aller un peu plus dans le détail je vais revenir vers toi, par exemple, sur le plan politique, hein, ni culturel, ni linguistique, sur le plan politique, que portait le printemps berbère, et où en est-on aujourd'hui de cette démarche qui a été mise en œuvre sur le pluralisme, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Où en est-on aujourd'hui d'après toi? Oui, sur le plan politique, parce que, d'ailleurs, cette question à Mazir n'est pas seulement une question linguistique, hein. Effectivement, même si on se focalise sur cet aspect linguistique, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les projets civilisationnels qui sont en concurrence d'une certaine façon, et malheureusement celui qui est au pouvoir, c'est pas l'autre, en Algérie dépasse la question linguistique. Et en avril 80, effectivement, ce mouvement était porteur de liberté, c'est évident. D'abord, c'était dans les banderoles du mouvement. Hein. C'était dans les banderoles du mouvement, la liberté d'expression, le fait de manifester dans la rue sans être guidé par le parti unique. Tout ça, c'était inscrit dans les mots d'ordre du printemps berbère, et de fait, ça contestait le parti unique, même si la question n'était pas toujours formulée. Je me souviens très bien, par exemple, du déplacement d'Abdelhak Brarhi, qui était le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, qui s'était déplacé à Tizi Ouzou le 14 avril, c'est-à-dire 2 jours avant la grève générale, parce qu'ils avaient peur de cette grève générale. C'était un test important. La question qui se posait, est-ce que le problème qui était posé était circonscrit à l'université, ou est-ce que ça allait au-delà? Est-ce que l'ensemble de la population kabyle adhérait au mot d'ordre qui était essentiellement affiché par l'université? Et il nous a demandé une chose: est-ce que vous inscrivez votre revendication dans la charte nationale? Et on a refusé évidemment de répondre oui. On dit voilà, notre revendication c'est la langue amazigh, c'est la culture amazigh, vous l'inscrivez où vous voulez, mais nous c'est ça notre revendication. Notre revendication, la charte nationale, c'est votre problème et pas le nôtre. Donc il avait lui-même compris que ça menaçait l'édifice du parti unique, et c'était effectivement ça qui était en question au niveau institutionnel et au niveau politique. Par ailleurs, je citerai aussi un autre fait, c'est que la première Ligue des droits de l'homme a été créée dans le sillage du printemps berbère. On a retrouvé pratiquement les mêmes détenus devant la même cour de sûreté de l'État, que ce soit au printemps 80 ou en 85. Donc, en termes de valeurs, au-delà de cet aspect linguistique et identitaire, c'est aussi un projet qui était en opposition frontale
par rapport à celui, donc parti unique, une langue, une religion, un parti, etc. Une opposition frontale à celui qui était au sommet. Le fait, cette question, c'est un peu paradoxal d'ailleurs que cette question culturelle et identitaire se pose comme ça, parce que par ailleurs, on cite à juste titre le combat anticolonial algérien comme étant un combat exemplaire, et c'est juste. Mais la question nationale n'a pas été résolue. C'est très paradoxal. Il y a eu un mouvement de libération, donc une lutte de libération anticoloniale très dure et qui a été efficace d'une certaine façon. Mais la question nationale n'a jamais été traitée véritablement au sein de ce mouvement. En tout cas, elle a été traitée en 1949 et on sait de quelle manière elle a été réglée. Alors, je me tourne vers Ramdan. Alors, toi qui as bien connu cette question, où en était par exemple la recherche sociolinguistique à l'époque, ou même avant 80, l'intérêt pour la langue d'un point de vue scientifique, etc. Et où en est-on aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, qui est un peu dans qui concerne l'enseignement de Tamazight, notamment en Algérie. Il y a plein de débats là-dessus autour de l'enseignement, avec quel prof, quel livre, dans quelles écoles, dans quelles régions, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ces deux questions, hein, à la fois sur la recherche et aussi sur l'enseignement? La recherche à l'époque, pour des raisons historiques, que tout le monde connaît, au niveau des spécialistes, les spécialistes du domaine berbère, pas seulement la langue, la culture, l'anthropologie, l'histoire, pour des raisons historiques, c'était essentiellement des Français. Donc il y avait très peu d'autochtones, qu'il s'agisse d'Algériens ou de Marocains, qui à l'époque avaient des titres en linguistique berbère, par exemple. Donc pendant très longtemps, ce domaine de connaissances, le domaine berbère en général, était pratiquement un monopole des Français, même si en Algérie par exemple il y a eu toute une chaîne de précurseurs, on peut citer quelques noms comme Boulifa, Jean Amrouche, Vlaïd Nathaling, et puis les écrivains qui sont intéressés à ce domaine, comme Mamri bien sûr, mais aussi Faraoun. Il y en a d'autres, Malik Wari, etc. Mais au niveau universitaire, au niveau académique, c'était les Français qui avaient le monopole ou un quasi-monopole dans ce domaine. Aujourd'hui, pour la deuxième partie de la question, il y a un changement radical. La tendance s'est complètement inversée. On peut dire que 95%, peut-être plus, du personnel berbérisant qualifié, donc des universitaires qui ont des thèses, des doctorats, sont des autochtones. Marocains surtout, Algériens ensuite. Par contre, très peu de spécialistes, à ma connaissance aucun, en tout cas aucun spécialiste, disons attitré. En Libye par exemple, pour des raisons que vous devinez facilement. Donc la tendance s'est complètement inversée en termes de personnel et aussi en termes de préoccupation. Parce que si on remonte à quelques décennies en arrière, les spécialistes français notamment, dont je viens de parler, ne s'intéressaient à la langue que comme un objet d'étude. Leurs travaux étaient essentiellement descriptifs. Ils ont affaire à une langue qu'ils essayent de comprendre, de décrire, etc. Avec l'arrivée dans le domaine de chercheurs autochtones, il y a d'autres problématiques qui sont arrivées, comme celle de l'aménagement linguistique. Les chercheurs autochtones, qu'il s'agisse des Marocains, des Algériens, des Touaregs aussi, des Maliens, des Nigériens,
donc s'intéresse en quelque sorte aux aspects sociaux de la langue, le passage à l'écrit, le choix de l'alphabet, l'aménagement du lexique, la création lexicale, l'élaboration de terminologie de spécialité. Tous ces domaines sont assez récents en termes d'histoire et ils sont portés essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, par des chercheurs autochtones, surtout en Algérie et au Maroc. Au niveau de l'enseignement, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'éléments concernant l'enseignement secondaire, l'enseignement tamazirt au niveau du secondaire. Bon, ce qu'on peut dire, par contre, je pense que tout le monde connaît plus ou moins la question dans ses grandes lignes. C'est un enseignement qui a été improvisé. Pourquoi? Parce que ça a été avant tout une concession politique. Donc l'enseignement a été improvisé. Et quand on improvise un enseignement, c'est la pédagogie qui en fait les frais. Donc lorsque l'enseignement du berbère a été décidé en Algérie, il n'y avait pas de manuel, il n'y avait pas véritablement de personnel qualifié. Ce sont des professeurs de mathématiques, de français, d'arabe, de sciences naturelles, qui du jour au lendemain, ou presque, j'exagère un peu, parce qu'il y a eu des séminaires de formation, qui du jour au lendemain ont été propulsés pour enseigner la langue. Donc on peut dire que dans les premières années, c'était un enseignement de type militant, mais la pédagogie a été en grande partie sacrifiée, donc aussi bien du côté du personnel enseignant que du côté des manuels. Ça, c'est pour l'enseignement au niveau secondaire. Il y a eu aussi beaucoup de difficultés qui sont venues des pouvoirs publics. Pendant plusieurs années, on ne savait pas si on avait affaire à un enseignement obligatoire facultatif. Est-ce que la note entrait en ligne de compte dans le calcul de la moyenne? Le statut des enseignants, des salaires qui sont restés impayés pendant des mois et des mois, peut-être des années. Donc un certain nombre de difficultés qui sont venues directement de l'institution pour, disons le mot, essayer de s'aborder cet enseignement qui venait de naître. Je pense que les choses se sont améliorées par la suite. Même si au niveau géographique, au début, il y avait des enseignements dans la plupart des régions berbérophones, Kabylie, Mzab, les Aurès, etc. Petit à petit, assez rapidement malheureusement, cet enseignement a reculé pour ne se limiter qu'à la Kabylie. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur la qualité de cet enseignement, et aussi s'interroger sur le fait qu'actuellement en tout cas, il est limité à la seule Kabylie. Au niveau universitaire, je pense que les choses vont beaucoup mieux. Donc le premier département à ouvrir ses portes a été celui de l'université Tizi Ouzou en 90, suivi par Béjaïa en 91 et Souvirut il y a 2 ou 3 ans. Disons qu'au niveau de l'encadrement, il y avait un personnel qualifié, donc des professeurs d'université, des spécialistes de la langue, de l'histoire, de l'anthropologie qui étaient présents. Certains professeurs venaient carrément d'Alger, se déplaçaient régulièrement, 1 fois, 2 fois par semaine, pour venir enseigner à Tizi Ouzou par exemple. Par contre, il y a des problèmes, disons, internes à cet enseignement. Très très vite, les enseignants se sont posé la question, est-ce qu'il faut enseigner en tamazirt ou pas? Comment enseigner la linguistique avec toute la terminologie scientifique qui va avec tamazirt, alors que les mots n'existent même pas? Comment enseigner l'anthropologie alors que les concepts, les mots n'existent même pas? C'est facile de fabriquer des mots, ça se fabrique comme on fabrique n'importe quel outil, mais encore faut-il qu'ils soient intégrés, qu'ils soient digérés, qu'ils aient du sens, etc. Donc toutes ces questions se sont posées assez rapidement. Il y a eu des réponses bonnes ou mauvaises, ce n'est pas le lieu d'en juger. Donc par exemple à Tizi Ouzou et à Béjaïa, il y a des enseignements de niveau universitaire qui se font entièrement tamazirt. Donc il y a des enseignants sur place, aussi bien à Tizi Ouzou qu'à Béjaïa, qui ont fabriqué
qui ont élaboré des terminologies de spécialité pour pouvoir disposer d'un vocabulaire technique pour pouvoir enseigner. Il y a des enseignants qui continuent à enseigner en français. Donc ce sont ce genre de problèmes qui se posent. Au niveau des manuels, donc pour l'essentiel, sur le plan des bibliothèques, les bibliothèques universitaires sont bien fournies, celle de Tizi Ouzou notamment, je pense qu'à Béjaïa aussi, il y a une bonne documentation. Les promotions sont de plus en plus importantes. Je crois qu'il y a un ami qui m'a parlé de centaines d'étudiants à chaque promotion. Il y a aussi une évolution. Au début, à Tizi Ouzou et à Béjaïa, c'était des formations de magistère. Quelques années après, les départements ont ouvert des formations de licence complète. Voilà ce que j'en sais. Tu veux peut-être ajouter quelque chose sur l'enseignement? Oui, il y a évidemment des problèmes techniques qui ont été abordés par Ramdan. On peut sans doute effectivement dire beaucoup de choses. Il a dit pour l'essentiel. C'est vrai que cet espace n'est pas forcément le mieux adapté pour évoquer des questions techniques, etc. Mais moi, ce que je voudrais relever, c'est l'absence totale de volonté politique du régime algérien. On considère que Tamazight est une langue nationale, mais on met ça en libre service. Faraf, c'est une langue nationale, mais elle est obligatoire. Je crois que c'est ton oncle qui était là il y a 2 mois, je crois. Il nous a raconté comment, lorsqu'une arabisation brutale d'une classe a entraîné le saccage de la classe physique. Les élèves ont cassé la tête. C'est pour vous dire comment ils se sont souciés de savoir quelle était l'opinion des gens à qui on a imposé l'arabisation. Tandis que là, quand il s'agit de Tamazight, les programmes pédagogiques ne sont pas prêts, ceci, cela, les moyens, évidemment, les moyens surtout, ils manquent d'autant plus qu'ils ne les mettent pas, évidemment. Donc, on essaye de complexer les associations, voilà, on ne vous met pas en prison quand vous parlez de Tamazight, mais vous n'avancez pas. Ils considèrent que le fait qu'on ne nous mette pas en prison, eh bien, c'est déjà pas mal. Alors que, s'agissant de l'arabisation, quand je me souviens encore, j'étais à l'Académie berbère dans les années 70, d'une déclaration qui barrait la manchette comme ça de Moudjahid, Abdelkader Hadjar, en l'occurrence pour ne pas le citer, qui était président de la commission d'arabisation, qui disait « Je ferai de tout Algérien qui ne veut pas s'arabiser un étranger dans son propre pays ». Voilà le programme qui a été mis en place concernant l'arabisation. Et il n'y avait pas non plus d'enseignants en arabe. Et bien on a été les chercher au Moyen-Orient. On ne s'est pas soucié du coût idéologique ni du niveau scientifique. On a pris des cordonniers, on a pris des frères musulmans, et on en paye d'ailleurs aujourd'hui le coût. Donc c'est pour vous dire simplement la volonté. Et la volonté aujourd'hui de l'enseignement Tamazight, elle est illustrée par un seul chiffre que je vais vous donner. Au jour d'aujourd'hui, 20 ans après la mise en œuvre du programme de Bouteflika de l'enseignement de Tamazight, il y a 47 élèves qui suivent les cours de Tamazight langue nationale à Alger. Voilà. C'est, à mon avis, ce chiffre se passe de tout commentaire. Voilà, au bout de 20 ans, il y a 47 élèves, ce sont les données du HCA, le président du HCA qui a déclaré ça récemment dans la presse. Et évidemment, on va vous dire, c'est parce que le HCA, d'ailleurs le HCA dont le mandat, ici dans la salle, je pense à Asdine, qui sont même plus compétents que moi pour en parler, dont le mandat n'a même pas été renouvelé. Hein. Donc c'est pour vous dire comment on traite cet aspect-là. On a inscrit Tamazight langue nationale parce qu'il y a eu le printemps noir et le sang, les gens qui ont été tués. Et donc il y a absolument une volonté, une absence de volonté, et même en fait une volonté contre, il faut bien dire comment sont les choses, hein, pour la prise en charge de cette langue. Donc il n'est pas étonnant que les choses n'avancent pas. Cela dit, il ne faut pas du tout sous-estimer les aspects qu'a dit Armand, qui sont d'ordre pédagogique, scientifique, etc. Il faut naturellement travailler, mais on y travaillera d'autant plus efficacement que l'État met les moyens. Et il faudrait qu'il mette les moyens qu'il a mis au service de la langue arabe. Ou bien alors, qu'on nous dise, il y a 2 collèges. On va revenir
au régime de deux collèges. Il y a le collège amazigh et il y a le collège arabe. Voilà. Et ça sera clair au moins. Parce que, d'ailleurs, c'est un peu la réalité. Hein. C'est un peu la réalité, même officiellement. Hein. Je veux dire, il y a des choses qui sont complètement interdites. J'ai visité la mosquée de Sidi Ourba. Je suis entré dedans, j'ai vu l'imam. Il m'a parlé de Sidi Ourba, etc. Bon, très bien. Sidi Ourba, soi-disant, passons, si vous lisez ce qu'en disent les historiens arabes eux-mêmes, le premier d'entre eux, Ibn Khaldoun, c'est un criminel de guerre. Hein. Il dit, il traversait des villes désertes parce que la terreur qu'il semait le précédait. Hein. Et je parle comment il massacrait les femmes qu'il vendait en Orient. Il raconte qu'il a vendu pour 1000 pièces d'or une femme prise à Taroudant, au Maroc, hein, sur les marchés d'Orient. Voilà les exploits que les historiens arabes racontent à propos d'Ourba. Donc, aujourd'hui, c'est un héros national. Il a une ville qui s'appelle Sidi Ourba, il a un mausolée que tout le monde visite, qui est sacré. Vous allez demander qui c'est Koseïla, on ne sait même pas où il est enterré, on ne sait même pas ce qu'il est, et c'est un nom proscrit. Même, on prend souvent le modèle français, on nous dit, voilà, la révolution algérienne, c'est calqué sur le modèle français, donc c'est un État jacobin, de la même manière que la France s'est latinisée, l'Algérie s'est arabisée, etc. D'abord, la France est latinisée, ils ne prennent pas l'italien, c'est une langue malgré tout française, qui a été effectivement développée sur la base du grec et du latin, mais tout au moins, Vercingétorix reste un héros national, on n'en a pas honte, comme on a honte de Koseïla aujourd'hui. Et à Ourba, je suis désolé, lisez ce que disent les historiens arabes, encore une fois, je le dis, c'est un criminel de guerre. Voilà. Et c'est lui le héros national. Donc voilà comment les choses sont traitées. Donc il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Et c'est ça qui explique effectivement ces deux différences de traitement. Parce que quand on intériorise tout ça, on se pose beaucoup de questions. Et l'enseignement, évidemment, on dit voilà, on va écrire cette langue nationale dans un article de la Constitution avec un numéro bis d'ailleurs. Hein. On a l'impression qu'il n'attend que pour sauter une réforme constitutionnelle, l'article 3 bis. Et cela dit, d'ailleurs, la partie qui porte sur l'arabe n'est pas soumise dans la Constitution à révision constitutionnelle. On ne peut pas changer à l'arabe langue nationale par une révision constitutionnelle. Par contre, la mesure, elle peut sauter à l'occasion d'une révision constitutionnelle. Donc on se moque du monde et c'est un problème, c'est une situation sur le plan culturel d'ordre colonial. Voilà, c'est ça le problème essentiel. Alors, je vais me retourner vers Ramadan. Alors, on sait bien que le printemps berbère de 80 a eu un effet national et même régional. Hein, je veux dire, ça a donné beaucoup de volonté aux Berbères des autres pays, au Maroc, en Libye, etc. Ça a déteint positivement sur beaucoup de Berbères. Et est-ce qu'en retour, ces fameuses révolutions arabes avec le réveil de la question berbère en Tunisie, en Libye, etc. Ah non, pas révolution arabe, c'était mais arrêtez un peu. Est-ce que vous permettez est-ce que vous permettez qu'on mène le débat et quand vous aurez la parole, vous direz ce que vous voulez, d'accord? Hein? Ben, ça vous fera du bien un peu d'air. Hein. Est-ce que ces événements, apportent quelque chose au mouvement berbère en Algérie lui-même? Quelle est l'analyse que tu en fais? Moi, j'en suis convaincu. Hein. Je suis convaincu des retombées positives donc en Kabylie, puisqu'il s'agit de Kabylie, de ce qui se passe, au Maroc, en Libye et même au Mali, hein, chez nos frères Imaziran Touareg. J'en suis convaincu, d'autant plus que pour la Kabylie, avec
avec tous les événements que la Kabylie a connus, je pense que c'est une région qui a besoin d'une pause, pour penser ses blessures, se refaire une force avant de réémerger sur la scène nationale ou régionale. Ces effets, en tout cas, ces effets positifs, je pense qu'ils sont vécus au quotidien par les gens. Lorsque vous entendez parler, lorsque vous rencontrez des personnes en Kabylie qui vous parlent de ce qui se passe au Maroc, de ce qui se passe en Libye, etc., ils en parlent avec une très grande satisfaction, avec ferveur. Donc c'est bien la preuve que d'une part on se reconnaît les uns les autres comme étant des parties d'un ensemble que l'histoire malheureusement a maltraité. Et donc ce sont des effets positifs sur le plan psychologique et aussi sur le plan politique, parce que ça permet d'élargir, d'agrandir les forces, de les consolider, de travailler ensemble et de pouvoir travailler ensuite sur plusieurs leviers. Lorsque la question avance au Maroc, directement ou indirectement, elle avance aussi en Algérie. Lorsque les Imazighen de Libye célèbrent avec ferveur le dernier Inayel en date, ça a des répercussions positives en Kabylie. Donc sur le plan psychologique et aussi sur le plan politique, c'est très important parce que les gens se sentent d'une part de moins en moins isolés et de plus en plus solidaires, et ils sentent aussi qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des frères par-ci par-là qui travaillent dans la même direction. Une autre preuve, c'est aussi la ferveur qu'on peut constater lorsqu'il y a des rencontres entre Imazighen d'Algérie ou bien du Maroc ou de Libye. Donc c'est une sorte de fraternité qui a été ballottée, maltraitée par l'histoire, qui est en train de se reconstituer. C'est un peuple qui est en train de se retrouver malgré les frontières, et c'est très important. Moi je pense que la tendance à laquelle on assiste depuis un certain nombre d'années est appelée à se renforcer, et c'est pour ça qu'au début j'ai insisté sur la dimension internationale. Je pense que c'est dans cette direction qu'il faut avancer, consolider cette dimension internationale, lui donner du sens aussi bien sur le plan linguistique, culturel que pourquoi pas politique, donc lui donner du sens petit à petit, et ça nous permettra de faire de grandes avancées, et aussi de décloisonner, de dire aux Kabyles vous n'êtes pas seul, de dire aux Marocains vous n'êtes pas seul, aux Libyens vous n'êtes pas seul, etc. Donc ça ne fait que nous renforcer dans le combat que nous menons. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Hamd, la question qui fâche. Alors, le mouvement berbère donc a démarré dans le mouvement national avec cette volonté de reconnaître l'Algérie algérienne plutôt que l'Algérie arabo-islamique, avec toutes les étapes qu'on connaît, 80, et puis toutes les conséquences positives dont on a parlé, etc. Alors, dans tout ça, comment on peut comprendre la division du mouvement berbère aujourd'hui, l'atomisation et même les luttes intestines qui sont d'une âpreté telle que ça le rend politiquement presque inefficace. Quelle analyse on peut faire de cette division, et puis quelle est la responsabilité du mouvement lui-même, je veux dire, parce qu'il y a effectivement une partie qui est le pouvoir algérien, évidemment, a intérêt à ce que ça soit divisé, évidemment, c'est presque de bonne guerre, mais quelles sont les raisons qui font que il y a une espèce de difficulté à se retrouver autour de grands objectifs? Bon, d'abord, les militants du mouvement berbère sont des hommes comme tous les autres, et dans tous les mouvements politiques, il y a des divisions, il y a des luttes, puisqu'on parlait du mouvement national, y compris au sein de l'aile arabo-islamiste, les gens se sont entretués. Donc, je veux dire, le MNA s'est opposé au FLN, donc il n'y a rien d'exceptionnel, hélas. Est-ce que maintenant c'est une situation souhaitable? Évidemment, non. Alors, pourquoi cet état de choses?
il y a une part, effectivement, de responsabilité personnelle, de courants politiques qui se sont opposés les uns aux autres. Bon, par exemple, le printemps 2001, moi je considère que la Kabylie qui a payé le prix du sang dans ces manifestations, politiquement, je considère que ça a été un moment de régression politique. Quand on regarde l'expression de ce mouvement, alors que jamais la Kabylie ne s'était mobilisée de manière aussi unanime que lors de la marche du 14 juin 2001, au niveau de l'expression politique, c'est absolument affligeant. Et de ce point de vue-là, la responsabilité des deux partis politiques qui se partageaient la Kabylie, en l'occurrence le RCD et le FFS, est absolument totale. Ils se sont livrés dans des luttes stériles, interminables, effectivement, en privilégiant les aspects de domination, d'hégémonie de l'un sur l'autre, en oubliant l'essentiel. Donc il y a, à un moment donné, cette dynamique partisane qui a eu un effet tout à fait désastreux. Et d'ailleurs, le mouvement de 2001, chacun se souvient ici, s'est construit essentiellement sur le rejet de ces deux partis. Moi, j'ai vu des manifestations, les gens chantaient Oulash, les FFS, Oulash, les RCD, comme si les problèmes étaient réglés une fois qu'on avait écarté ça. Évidemment, il l'a ou Yahya. Bon, il l'a ou Yahya, et c'est pas privé de le manifester. Donc voilà, maintenant on peut aller loin, maintenant on peut le déplorer, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Et ces divisions, elles sont là. Pour autant, c'est heureux d'ailleurs quand même, ils ne s'opposent pas, ces deux partis-là, les autres aussi ne s'opposent pas sur la revendication, sur cette revendication, elle est pour tous légitime. Même si, à mon avis, et c'est pour moi une dérive très grande, ça va être ma remarque, vous, pour ces deux forces politiques, ils s'en sont à un moment donné délestés de cette revendication. Alors que je pense que c'est une revendication essentielle, y compris sur le plan politique. Hein, parce que si on arrive à un État plurilingue au niveau culturel, etc., ça porte dans son germe, effectivement, la démocratie. Si on se soumet à l'arabo-islamisme tel qu'il nous est vendu, logiquement, ça produit de l'islamisme, et logiquement, on hérite de ce qu'on a hérité. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Donc, ça a des conséquences au-delà, encore une fois, de cet aspect linguistique. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, précisément, il est temps de faire le point. Et je pense que le mouvement, quand je dis le mouvement, c'est pas des partis, hein, c'est très, très largement tous ceux qui se sentent concernés par cette question. Il est temps de faire le point, de faire le bilan, y compris sur les questions culturelles, linguistiques, techniques, mais aussi politiques, pour savoir dans quelle direction aller. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je ne partage pas le point de vue qu'ils disent, voilà, la génération 80, les gens ont failli, le mouvement national a failli. Non, je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Les problèmes ne sont pas réglés, c'est pas fini, mais je pense qu'on a avancé. Il faut faire le point, il faut arrêter de démolir tout ce qui a été fait par les générations d'avant, il faut au contraire aller plus loin. Même si j'ai apporté des critiques très sévères sur le mouvement national, c'est pas pour autant qu'il faille faire l'éloge du colonialisme quand même. Donc il faut aller plus loin au jour d'aujourd'hui et faire un bilan, une analyse de la situation sans complaisance aucune, mais sans démagogie aussi, parce que parfois quand on est face à un mur, on a l'impression qu'on piétine, le discours se radicalise. C'est pas forcément mauvais d'ailleurs que le discours se radicalise. Mais parfois, avec la radicalisation, le sectarisme n'est jamais très loin. Et là, par contre, il faut faire attention. Il faut faire attention, ne pas céder à la tentation sectaire, parce que ça, c'est mortel.